Chers camarades, chers amis, nous allons donc avoir cet échange sur l'état de droit dans le monde avec des personnalités, des acteurs, des militants qui ont vraiment plus qu'une expérience à partager, mais une énergie pour justement mener ces combats dans un moment où on peut se dire qu'aujourd'hui, être internationaliste, puisque comme socialistes, nous sommes féministes, nous sommes européens, nous sommes aussi internationalistes, c'est pas tous les jours facile. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas tous les jours facile parce que des femmes et des hommes au quotidien sont empêchés de se mobiliser, sont réprimés dans leurs engagements, sont parfois emprisonnés, maltraités, torturés, tués. Et je voulais commencer par là en ayant une pensée pour toutes celles et tous ceux qui finalement sont au quotidien les premières victimes des reculs de l'état de droit, des menaces sur la démocratie, de la remise en cause des libertés. Et vous savez, dans la programmation que nous avons voulu autour de ce campus, avec l'équipe du Cercle international et du parti, j'ai oublié de me présenter, je suis donc Dylan Boutifla, le secrétaire national aux relations internationales. Nous avons voulu que cette programmation, elle puisse traiter de l'ensemble des combats que nous menons aux côtés de nos camarades. Et tous les visages qui sont là sont des camarades qu'on a l'habitude de croiser dans les mobilisations, dans les manifestations, et qui à chaque fois nous interpellent sur les conditions de vie, sur les difficultés qui sont rencontrées par les femmes en Iran, les militants en Iran, les militants au Maghreb, jusqu'au Sahel, en passant par l'Ukraine ou l'Afrique des Grands Lacs, ou encore le combat que l'on mène auprès des personnes ouïghours, et que quelque part, on a choisi ce débat sur l'état de droit parce qu'on s'est dit que concrètement, il y avait une forme de danger aujourd'hui, de menace qui vient petit à petit inverser les valeurs qui sont les nôtres, que nous partageons parfois pour le Parti socialiste depuis plus de 100 ans, avec la famille internationaliste à laquelle on appartient, autour de Pedro Sanchez, dans l'international socialiste. On essaye de faire en sorte que nos concitoyens, nos électeurs, les femmes et les hommes avec lesquels on se bat, comprennent bien que quand en Suède, l'extrême droite s'appelle les démocrates, il y a un problème. Il y a un problème parce que finalement, on a besoin de remettre du sens derrière les mots qu'on utilise, et notamment lorsqu'il y a un an, on a commencé à parler ici même au campus de Blois de génocide à Gaza, c'est aussi parce qu'on s'est donné le temps d'aller chercher l'expertise, l'éclairage, l'engagement de femmes et d'hommes, je pense à Julia Grignon notamment de la Commission nationale consultative des droits humains, pour comprendre quels étaient les termes du conflit qui aujourd'hui est au cœur de l'actualité à Gaza, dans l'ensemble du territoire de la Palestine et d'Israël, mais aussi finalement dans l'ensemble du Proche-Orient. Il y a quelques mois de cela, avec Geneviève, avec plusieurs parlementaires, nous étions au Rojava, dans le nord-est de la Syrie, pour combattre les dangers de l'impérialisme turc, les menaces sur l'état de droit, la volonté des Kurdes de vivre dans un état démocratique, dans un état multiculturel. Et à chaque fois, on se dit, l'état de droit dans tout ça, la démocratie, dans quelle mesure on peut réactualiser notre appropriation de ces dimensions, de ces éléments de notre combat internationaliste. Parce que finalement, l'état de droit, c'est, rappelons-le quand même, ce qui s'impose finalement tout à chacun. Et ce qui s'impose à tout à chacun dans la protection égale en vertu de la loi, et qui prévient l'usage arbitraire exercé par un certain nombre de pouvoirs qu'on appelle autocratiques, qu'on appelle dictatoriaux. Et que quelque part, cette menace, elle vient même jusque dans les démocraties occidentales venir perturber les libertés, les droits de nos concitoyens, alors que nous sommes très engagés depuis que notre engagement politique a pris la forme d'un internationalisme pour protéger, pour respecter les droits civils, pour faire valoir les politiques qui défendent les droits fondamentaux et les libertés civiles. Dans l'actualité, et c'est pour ça qu'on a notamment voulu inviter Shirin Arvakani, qui est une militante de la cause des libertés, des droits humains, qui est une avocate, qui est notamment l'avocate de Narges Mohammadi, la prix Nobel de la paix, qui est une militante qui nous a beaucoup amené à mener les batailles pour notamment relayer la bataille, la révolution iranienne Femmes, Vie, Liberté, et comment finalement on s'est, dans ces manifestations, dans ces mobilisations, retrouvé totalement en phase avec Shirin et l'expression même du danger qui pèse sur les libertés, le droit, puisqu'elle est aussi avocate, comment aujourd'hui, ça n'est pas un sujet de spécialiste, ça n'est pas un sujet de colloque ni de campus, c'est un sujet qui aujourd'hui met en danger la vie d'un certain nombre de nos concitoyens, là-bas, mais aussi ici. Et donc il faut être capable de faire ce travail d'analyse critique. On aura aussi le plaisir d'entendre notre camarade Aïssa Ramoun,
qui est nouvellement avocat, puisqu'en fait il a réussi le barreau il y a quelques mois, mais c'est surtout un militant des droits humains depuis de très nombreuses décennies. On a eu l'occasion d'ailleurs de militer ensemble lorsque nous étions plus jeunes, mon cher Aïssa, et notamment aujourd'hui il est là en tant que secrétaire général de la Fédération internationale des droits humains. Nous aurons évidemment l'immense plaisir, ma chère Khadija, de te recevoir, Khadija Fofana, qui représente notamment l'engagement incroyable de la société civile malienne au quotidien dans cette terrible nuit noire qui s'est abattue sur le Sahel depuis la succession de coups d'État, qui finalement, que ce soit des militaires, des civils, que ce soit des femmes et des hommes, c'est souvent des hommes d'ailleurs, vous aurez remarqué que les dictateurs sont plutôt des hommes, que finalement, dans cette nuit noire qui tombe sur la démocratie, il y a toujours le même récit, vous savez. Oh, on va vous régler votre situation, on va régler le problème sécuritaire, on va améliorer votre vie quotidienne. Tout ça est faux. C'est démontré par les faits. Et Khadija nous l'expliquera. On aura aussi le plaisir d'entendre Anne-Cécile Robert, qui est aussi une militante des droits, qui est une enseignante, qui a notamment une spécialité en droit international et qui aujourd'hui est présente en tant que directrice adjointe de la rédaction du Monde diplomatique. Et avec Anne-Cécile, quand on a préparé ce débat, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on ait une réflexion sur la manière dont aujourd'hui on doit pas seulement redéfinir, réaffirmer nos principes, mais aussi réenchanter notre engagement, et notamment en étant capable de se dire, voilà, il y a une capacité à réaffirmer le droit international, il y a des chantiers à porter ensemble, il y a notamment des batailles à mener pour améliorer le quotidien, notamment l'accès aux biens communs, l'accès à l'eau, tous les sujets autour des libertés et notamment de la protection des salariés qu'on pourrait détailler ensemble. Bref, aujourd'hui, moi je voudrais terminer mon propos introductif et donc laisser la parole à nos invités et laisser Geneviève animer cet échange en vous disant qu'en France, nous ne sommes pas loin de cette situation du pire. Quand Retailleau s'est permis de déclarer en tant que ministre de l'Intérieur, ça fait plus que de nous interroger, de dire que finalement l'état de droit n'est ni intangible ni sacré. C'est-à-dire qu'en fait le danger, il est là, partout. Et il n'est pas caché, il n'est pas dissimulé, il est assumé par nos adversaires politiques et que je ne peux pas ne pas avoir ce matin, ensemble, avec vous, une pensée notamment pour celles qu'on a déjà soutenues dans nos expressions publiques. Alors évidemment, j'ai parlé à l'instant de Narges Mohammadi, je pourrais aussi vous parler de Mohamed Bazoum, le président légitime nigérien retenu dans les geôles de la junte militaire à Niamey. Je pense aussi à Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul, qui a été arrêté, tout simplement, on ne va pas se mentir, parce que Erdogan n'a pas envie de lâcher le pouvoir, alors qu'il sait qu'après 7-8 millions de participants à la primaire qui l'ont désigné comme candidat l'année prochaine, finalement, l'arrêter pour des histoires de corruption complètement infondées. D'ailleurs, il n'y aura pas de procès, parce que dans la justice turque, il n'y a pas de procès équitable. Donc en fait, on le sait pour un certain nombre d'autres camarades qu'on soutient. Je pourrais aussi avoir une pensée pour Enes Okaogulari, qui est le jeune homme qui a été arrêté il y a quelques semaines, aussi en Turquie. Je pourrais avoir évidemment une pensée pour une autre militante qui aujourd'hui est finalement l'incarnation de ce courage incroyable que peuvent avoir les femmes et les hommes qui s'engagent pour les droits humains. Je pense évidemment à Ibtissam Betty Lachgar au Maroc. Il faut qu'on soit aujourd'hui conscient qu'en face de nous, nous avons finalement une forme de mobilisation, de coordination de la réaction internationale. Il ne faut pas imaginer que les mollahs iraniens ne se parlent pas avec Vladimir Poutine. Ce sont des partenaires, j'ai envie de dire des partenaires dans le crime, des partenaires dans la répression, des partenaires dans la souffrance, des partenaires dans la mort. Et l'échange que j'avais eu notamment avec Chirine pour préparer cet échange, et c'est vraiment là-dessus que je veux dire mon dernier mot, les autocrates, ils emprisonnent, ils tuent. Et nous, notre responsabilité, c'est de savoir, non pas comment on se laisse faire, mais comment on riposte. Comment on riposte de manière forte, de manière qui soit la plus large possible. Parce que ce n'est pas, encore une fois, qu'un débat de socialistes, un débat de militants de la démocratie ou des militants des droits humains. C'est l'ensemble des acteurs de notre société qui doivent comprendre que ce qu'il se passe en Ukraine, au Sahel, en Iran, la façon dont même certains de nos compatriotes sont retenus. Je pense évidemment à Cécile Collère, à Jacques Paris, à Boualem Sansal, à Christophe Glaise. Il faut qu'on soit non seulement mobilisés pour leur libération, mais qu'on soit mobilisés pour une nouvelle forme de multilatéralisme, d'affirmation du droit international et de protection de l'état de droit. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Dylan. Merci pour cette introduction. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de démocratie. La démocratie est en danger, la démocratie est menacée. Comment on fait face à l'extrême droite qui entame la démocratie? La question, c'est derrière que, comme beaucoup de concepts qui sont, je dirais, balancé pratiquement comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on entend par la démocratie? Qu'est-ce qu'il y a derrière la démocratie? Et tu as parlé de l'état de droit. C'est une des composantes majeures de la démocratie. Il y a aussi le suffrage. Le suffrage, c'est-à-dire l'élection. Et on l'a constaté, en tout cas moi je l'ai constaté par le passé, notamment quand je faisais du plaidoyer en tant que présidente d'Amnesty International au niveau du ministère des Affaires étrangères. On me disait, mais madame, il a été élu démocratiquement, c'est-à-dire que, et on parlait aussi bien d'un élu, je ne sais pas moi, en Érythrée, ça pouvait être en Ouzbékistan ou ailleurs. Il est élu démocratiquement, on ne peut rien faire. Et donc, cette notion de l'élection qui était je dirais, le garant de l'état démocratique d'un pays. Aujourd'hui, on va de plus en plus vers... on met en avant un peu plus l'état de droit, mais il y a une constitution, il y a une justice indépendante, etc. Or, c'est un peu plus complexe que cela, et on voit très bien, et on aura l'occasion de revenir après avec vous tous d'ailleurs, parce que c'est aussi une de vos spécialités, les dictateurs, les autocrates, tous ces gens contre qui nous nous battons aujourd'hui au niveau de la démocratie et pour les droits, savent très bien utiliser à la fois les mots, les concepts et les instances internationales pour se donner un vernis de démocrate et faire que finalement on ne les embête pas trop, notamment au niveau du commerce. Il faut dire les choses comme elles sont. Alors, pour revenir, effectivement, l'état de droit, c'est le respect de la hiérarchie des normes. Quand on entend par hiérarchie des normes, c'est la Constitution. Déjà, normalement, c'est la Constitution. Au-dessus, il devrait y avoir le droit international, parce que quand on ratifie, quand on fait partie de la communauté internationale et des instances internationales, eh bien, on doit adapter son droit propre et donc sa constitution au droit international. Et ensuite, il y a les lois. Et les lois doivent s'intégrer parfaitement, justement, dans la Constitution, d'où l'importance du Conseil constitutionnel. Et tu le rappelais, même dans la démocratie, c'est mis à mal. Il suffit de voir aujourd'hui le feu nourri de la droite et même du centre, je ne parle même pas de l'extrême droite, contre le Conseil constitutionnel, contre la Constitution, parce que le pouvoir revient au peuple et c'est le peuple est au-dessus de la Constitution. On pourra revenir là-dessus. Le deuxième aspect, c'est l'égalité devant la loi. Et l'égalité devant la loi, elle est aussi bien pour le citoyen que pour la force publique. Et en fait, ce qui est derrière, et moi ça me renvoie justement à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est la prévisibilité de la décision de justice qui va être prise. C'est-à-dire, c'est la sûreté de l'individu, le protéger contre l'arbitraire. On applique la même loi à tout le monde. Et quand Marine Le Pen dit « Ah non, mais moi je suis élue, je suis la principale opposante dans ce pays, donc on ne peut pas me déclarer inéligible », elle demande finalement à avoir un régime de faveur. On sort de l'état de droit. Et la troisième, bien sûr, dimension, c'est la séparation des pouvoirs et c'est l'indépendance de la justice, puisque c'est elle qui va permettre justement d'appliquer. Donc vous voyez, l'état de droit, oui, c'est sacré, parce que c'est ce qui garantit l'application du droit et de lutter contre l'arbitraire. C'est depuis 1789 ce pourquoi nous nous sommes battus. Il y a également le suffrage universel, l'élection. Et là, c'est pareil. On a tendance à réduire cela aujourd'hui à l'influence que pourraient avoir les réseaux sociaux. On peut dire quel type, comment ça s'organise, la fraude, etc. Mais avant même tout cela, pour que le suffrage soit vraiment dans le sens démocratique, il y a plusieurs conditions qui sont absolument indispensables. La première, c'est l'inscription des citoyens sur les listes. Le fait que tout le monde puisse s'inscrire sur les listes. Le fait que aussi,
il y ait l'égalité pour se présenter, c'est-à-dire qu'il y ait des conditions qui ne soient pas restrictives, que tout le monde puisse faire campagne et que chacun qui se présente puisse faire campagne, l'indépendance des partis bien évidemment, mais, et que tout citoyen qui va voter puisse avoir accès à l'information, il puisse avoir accès au bureau de vote, et derrière, il y a en plus des conditions qui s'avèrent aujourd'hui de plus en plus importantes, et c'est notamment la participation des femmes, l'égale participation des femmes. Comment on s'assure de à la fois le fait qu'elles puissent se présenter, mais aussi le fait qu'elles puissent voter. Il y a la question aussi en lien avec les questions climatiques, et un thème qui est en train de surgir. Quand on est passé en une vingtaine d'années de 80 millions de migrants à plus de 300 millions de migrants dans le monde, qu'en est-il de leur participation, de leurs droits civils et politiques, comment ils s'intègrent et quels sont les enjeux derrière ces suffrages. Et je m'arrêterai là pour vous donner, vous voyez un peu c'est les enjeux qu'il peut y avoir derrière des termes qui peuvent nous sembler assez simples. Et il y a un baromètre de l'état de la démocratie dans le monde qui est fait par un institut qui est l'Institut pour la démocratie, l'Institut international pour la démocratie et les enjeux et l'application électorale, qui est une organisation intergouvernementale qui est basée à Stockholm, qui va sortir son rapport au mois de septembre, là bientôt, et qui justement a plus de 70 critères pour définir justement l'état de la démocratie dans les différents États, les régions du monde, etc. Alors, avant, on avait pensé inviter, et avant de revenir sur l'état de droit en particulier, on avait invité l'Union des Ukrainiens de France à venir nous parler de la situation en Ukraine. Malheureusement, Volodymyr Kukia, qui est le vice-président et qui est membre aussi, le représentant ukrainien pour le Parlement mondial des Ukrainiens pour l'Europe de l'Ouest, a eu un empêchement de dernière minute, et je vais vous faire part de ce qu'il aurait aimé vous dire puisqu'il n'est pas là, et il nous semblait important de parler. Et si cela nous semblait important, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a tout un discours qui positionne le président Zelensky en situation de « il serait illégitime ». Alors, notre position n'est pas de dire si nous sommes d'accord politiquement ou avec Zelensky ou pas. Voilà, l'objectif n'est pas là. Notre objectif est de revenir sur, justement, est-il légitime ou pas ? Et qu'en est-il finalement de l'état de droit en Ukraine dans ce contexte de guerre qui est tout à fait particulier ? La première chose que moi je souhaiterais dire tout de même, c'est que quand on attaque Zelensky en illégitimité, je pense que déjà on pourrait regarder ce qui se passe sur Poutine, outre les dernières élections, le contexte, etc., si je reprends tous les éléments que je vous ai donnés, mais aussi le fait qu'il y ait un mandat international d'arrêt pour crimes contre l'humanité. Voilà, on peut se poser déjà des questions à ce niveau-là. Mais en ce qui concerne l'Ukraine, les difficultés, et il y a des organismes qui travaillent justement sur la question électorale, mais qui peuvent se retrouver dans d'autres contextes, c'est que déjà, d'une part, la constitution ukrainienne précise clairement qu'en cas de conflit armé, il n'y a pas d'élection. Donc déjà, c'est le respect de la constitution. Mais au-delà de ça, il y a une difficulté majeure, c'est que quand vous avez 15 millions de personnes qui se retrouvent à l'étranger ou déplacées, il y a déjà la question des recensements. Comment fait-on pour recenser où et comment ? Comment fait-on aussi pour... En fait, tout le processus démocratique est entravé. Et une des difficultés qu'il va y avoir, c'est la question organisationnelle et la question financière. Comment financer ? C'est vrai qu'on peut se dire qu'on peut faire un vote électronique, mais avant de faire le vote électronique, il y a le recensement. Or, vous avez des personnes qui sont en déplacement assez continu. Donc, cette question de l'illégitimité par rapport au fait qu'il n'y a pas eu d'élection, elle est complètement, je dirais, contestée par tous les organismes et organisations qui s'occupent justement de questions électorales. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est l'état de droit
aujourd'hui où est-ce qu'on en est en Ukraine, à savoir que l'Ukraine, c'est une jeune démocratie, hein, puisque c'est 91-92, justement, l'indépendance après la chute du mur de Berlin. Et depuis, ça a été assez chaotique. Mais là aussi, ce que constatent les experts, c'est que depuis 2014, depuis Maïdan, depuis la détermination de l'Ukraine à rejoindre l'Union européenne, il y a une feuille de route qui a été mise en place, qui a été scrupuleusement respectée jusqu'en 2022, et que sur certains points, il continue malgré tout de mettre en place cette feuille de route, sachant que ça concerne essentiellement justement les questions de l'état de droit. Et à travers elle, il y a des aspects comme la lutte contre la corruption. Et on a vu, alors je préfère vérifier dans mes textes, ils ont mis en place des institutions qui sont le NABU et le SAPO, ainsi que le Haut Conseil de la justice, qui sont des institutions qui sont vraiment très strictes, puisque c'est ce qu'imposait l'Union européenne. Alors vous avez vu, il y a quelque temps, le président avait émis le fait de modifier justement le droit pour lever l'indépendance de ces institutions, parce que l'argument qui était avancé, c'est qu'il y avait des menaces d'ingérence de la Russie. Il y a eu des manifestations très importantes en Ukraine, et ils sont revenus en arrière, ces institutions restent indépendantes. Et on voit à travers cela, d'ailleurs, le respect de la liberté d'expression, de manifestation, le fait de tenir en compte justement ce que veulent les institutions. Il y a aussi tout ce qui a été mis en place et qui continue d'être mis en place en termes d'indépendance de la justice, en termes de délocalisation, et je finirai sur un point qui est important, parce que justement en termes de l'état de droit, c'est la protection des citoyens, la protection des minorités, et là on parle de minorités religieuses, ethniques, mais aussi en termes d'identité de genre. Et je ne sais pas si vous avez vu un article qui est sorti il n'y a pas très longtemps dans Le Monde, je crois que c'était en avril ou mai de cette année, et c'était un article, c'est un reportage sur les soldats gays qui sont dans l'armée ukrainienne sur le front, et qui, en fait, ce qu'ils disent à travers justement dans ce reportage, certes, l'Ukraine n'est pas le paradis pour les personnes LGBT, mais si aujourd'hui ils se battent et ils sont sur le front, c'est parce qu'ils sont terrorisés, justement, compte tenu du niveau d'homophobie et les risques qui les menaceraient avec la Russie. Et donc, il y a ce témoignage d'un soldat qui dit « Demain, si je meurs, je ne veux pas qu'on se souvienne de moi simplement comme un soldat ukrainien, mais je veux qu'on se souvienne de moi comme un soldat ukrainien gay, parce que c'est pour ça que je suis ici. » Et cela nous montre bien qu'avec tous les procès qu'on peut faire à l'Ukraine, eh bien, voilà, il y en a qui pourraient s'inspirer. Voilà, je terminerai là avec les informations que m'a donné Volodymyr. Et je vous propose maintenant d'écouter, j'étais un peu longue, mais voilà, j'ai pris la part de l'Ukraine. Je pense que vous m'en excuserez. Et maintenant, je vais passer la parole à Shirin Arakani, et on va partir en Iran. En fait, à travers l'Iran et à travers le Mali, on avait pour objectif de vous montrer justement tous ces éléments, que ce soit au niveau des élections, du suffrage, au niveau de l'état de droit, comment, en fait, on peut donner un vernis, mais il suffit qu'il y ait un maillon faible, comme on dit, et tout part et dérive. Et en Iran, je ne vais pas vous revenir sur la situation de l'Iran, elle le fera beaucoup mieux que moi, elle connaît ça beaucoup mieux que moi, mais ce que l'on observe, c'est qu'il y a régulièrement des élections, on ne peut pas dire le contraire, il y a une constitution, il y a une justice, et alors qu'est-ce qui se passe derrière ? Comment tout cela est en quoi l'état de droit aujourd'hui n'est pas respecté et les implications directes que cela peut avoir pour les citoyens dans leur quotidien. Merci.
Merci, chère Geneviève, et également Dinan pour cette invitation. Et puis moi, je suis ravie de me trouver parmi vous aujourd'hui parce que je pense qu'effectivement, le droit international, l'état de droit et plus largement la guerre, c'est une affaire des socialistes, ça l'a toujours été. Et tu l'as dit tout à l'heure, Dilad, les socialistes sont internationalistes. Et je constate qu'effectivement, parfois, dans le débat public, malheureusement, on en oublie, c'est pas une critique envers les socialistes, mais plus largement envers la société civile mobilisée. On en oublie malheureusement parfois les fondamentaux parce qu'on est aujourd'hui, on fait face véritablement à une guerre aussi sur ce qu'étaient des doctrines qui auparavant dans certains camps sociaux étaient acquises, la question du pacifisme, de l'antimilitarisme, comment est-ce que le féminisme et d'une façon générale la conquête pour les droits humains étaient articulés autour de ces exigences-là, et on voit qu'on fait face aussi parfois à ces rhétoriques-là, si bien qu'on en vient à douter du fait de savoir si on est toujours contre la guerre, est-ce qu'on est toujours contre le militarisme ou pas. Alors, pour la question iranienne, moi je suis évidemment avocate, je défends un certain nombre de dissidents et de dissidentes. Narges Mohammadi est l'une de ces dissidentes que j'ai l'honneur de défendre. Narges Mohammadi, je commence par elle parce que un jour elle m'a dit quelque chose qui est assez juste, je crois, quand je lui ai dit mais au fond comment ça se fait que tu a été incarcéré pendant tant d'années à raison de tes combats pour la liberté, pour le droit des femmes en Iran, et comment ça se fait que finalement, là, tu es sorti de détention alors que tu devais purger une peine encore de 12 ans d'emprisonnement. Alors certes, il y a eu une mobilisation internationale importante de la part de la société civile qui exigeait des autorités iraniennes ta libération. Alors on est très heureux de l'avoir obtenue. Mais tout de même, soyons modestes, comment se fait-il que tu es sorti? Et elle m'a dit cette phrase que j'ai trouvée très intéressante. Tu sais, Chirine, ici, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. On rentre en détention politique sur ordre de l'autorité judiciaire et de façon tout à fait symétrique sur ordre de l'autorité judiciaire, mais en réalité du guide suprême Ali Khamenei. Et ben, on peut en sortir si, de façon tout à fait circonstanciée, il y voit une aubaine à un instant T. Et alors, pour introduire donc cette table ronde sur la question de l'état de droit, bah précisément l'état de droit, ou plutôt son contraire, c'est lorsque l'État ne se soumet pas aux règles qui sont édictées pour l'ensemble du corps social, lorsqu'il ne les fait pas respecter lorsqu'elles sont violées, et quand finalement, tu l'as dit tout à l'heure, tous les citoyens eh bien, font chaque jour face à l'aléa, à l'arbitraire, parce qu'ils ne savent pas, au fond, si leur expression va les amener ou pas à la détention politique, etc., etc. Alors, pour le cas iranien, parce qu'on a décidé de prendre ce cas pratique-là, le cas iranien, à mon sens, il est parlant à tout égard. Pourquoi? Parce que c'est le pire qu'on peut avoir dans une société. C'est une dictature, c'est une dictature qui est militaire, c'est une dictature qui est militaire et cléricale, et c'est une dictature militaire cléricale misogyne. Donc on a là, finalement, même pas une hydre à 3 têtes, je dirais même à 4 têtes. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est effectivement le régime, parce qu'il y a des régimes qui sont similaires, et évidemment, actuellement, le Mali, il y en a d'autres, mais c'est tout ce qu'un militant progressiste, un militant des droits humains, en réalité, combat. Et ce que dit de façon très juste Geneviève, c'est que c'est pas vrai aujourd'hui que les dictatures, comme celle de la République islamique d'Iran, eh bien, n'ont pas des institutions. Formellement, la République islamique d'Iran, elle a une constitution qui d'ailleurs s'est inspirée très largement de la constitution de la Ve République. Alors évidemment, c'est une théocratie, donc ce qu'elle n'a pas repris, c'est évidemment la laïcité. Je dirais même qu'elle est allée dans le sens contraire. Dans une théocratie, c'est la confusion entre la loi civile et la loi religieuse. Et c'est une théocratie militaire qui, par son bras armé, les gardiens de la révolution, eh bien, va mettre en œuvre une politique qui est une politique, alors, officiellement d'exporter la révolution islamique dans le monde,
à travers un certain nombre de satellites, que sont le Hamas, le Hezbollah et d'autres, mais au soutien d'une répression impitoyable au plan interne des dissidents politiques. Et quand je disais que c'est l'ennemi, évidemment, et c'est l'adversaire en particulier des femmes, dans le cadre de cette dictature misogyne, on pense évidemment, dans le prolongement de ce bras armé, à la police des mœurs, qui va mener une guerre contre les femmes et contre les dissidents de façon plus, on va dire, anecdotique, mais avant tout, cette guerre contre les femmes. Donc pourquoi la République islamique d'Iran, eh bien, c'est le concentré finalement de tout ce qu'on combat? Eh bien parce que c'est la guerre contre la démocratie et la guerre contre les femmes. Plus largement, il n'y a pas que les femmes, hein. Évidemment, c'est aussi l'étranger qui est la figure du bouc émissaire iranien, puisque l'ayatollah Khamenei, il fait aussi la guerre aux non-musulmans chiites, hein, donc toutes les minorités confessionnelles qui ne partagent pas la religion d'État, eh bien, sont discriminées. Évidemment, on pense aux communautés LGBT, alors là, on comprend bien quel est leur sort aussi. Et quand je disais le bouc émissaire de l'étranger, parce qu'à l'heure où on se parle, on a des milliers et des milliers d'Afghans qui sont pointés du doigt par le pouvoir central iranien, qui sont véritablement déportés dans des conditions épouvantables et qui cristallisent même en Iran, eh bien cette haine contre la figure de l'étranger, parce que je rappelle quand même qu'on est toujours le colon de quelqu'un, et les Iraniens, pendant très longtemps, eh bien, ont exercé un impérialisme sur les peuples voisins, et notamment les communautés azéries en Turquie, les communautés afghanes, etc. Donc, voilà ce contre quoi se sont massivement, en réalité, élevés les Iraniens et les Iraniennes dans le cadre du mouvement Femmes, Vie, Liberté, donc qui a suivi la mort de Jina Mahsa Amini. Je le répète assez souvent parce que les caricatures, souvent, sont simples, sont faciles à faire. Jina Mahsa Amini, elle meurt en 2022, elle meurt pas d'un voile mal porté, hein. Elle meurt parce que c'est une femme qui refuse de se soumettre à la loi patriarcale, c'est-à-dire une loi de l'État qui impose aux femmes une façon de se vêtir, une façon de penser dans le cadre d'un système juridique légalisé qui impose la domination d'un groupe social, les hommes en Iran, sur les femmes. Et dans le cadre d'un système légal, encore une fois, qui pratique une ségrégation dans tous les pans de la société. Donc les femmes sont discriminées parce qu'elles n'héritent pas de la même façon. On a donc une discrimination dans la loi successorale et patrimoniale. On a une éviction des femmes d'un certain nombre d'emplois publics par la loi. Elles ne peuvent pas accéder à un certain nombre de positions. Elles ne peuvent pas être juges. Elles ne peuvent pas être présidentes, par exemple, de l'Assemblée nationale, etc., etc. Donc on a ces lois, c'est toujours par la loi patriarcale, du contrôle politique des corps des femmes dans la société, mais aussi de leur contrôle politique et économique, et bien que, effectivement, ce régime, eh bien, impose ce que des juristes afghanes et iraniennes ont qualifié de régime d'apartheid de genre. C'est-à-dire véritablement cette ségrégation, mais qui est toujours rendue possible par la loi et par son instrument, qui est la police, qui fait appliquer cette loi. Et là, en l'occurrence, c'est la police des mœurs. Mais rassurons-nous, il n'y a pas qu'en Iran qu'il y a une police des mœurs. D'ailleurs, pendant très longtemps, dans d'autres systèmes, et pas que, c'est pas toujours qu'au Moyen-Orient que ça se passe. Je rappelle quand même, parce qu'on oublie souvent, que le code napoléonien, c'est quand même la base de notre droit civil français, eh bien, postulait que la femme doit obéissance à son époux. C'est en 2016 que des féministes sont mobilisées pour qu'on en finisse avec la référence au bon père de famille. Le pater familias est la base du droit civil et du droit romain dans toutes nos sociétés. Donc c'est pas toujours que chez les barbus de l'autre côté de la frontière qu'il y a ces prérogatives qui sont données effectivement à l'époux et au père de famille. C'est la base en fait du droit partout dans nos sociétés. Et donc, pour en venir donc au sujet quand même qui nous préoccupe, une fois que j'ai fait quand même la synthèse des puissances du mal, et du mal M-A-L-E, si je peux me permettre quand même cette expression-là, eh bien, il y a les façons de le combattre. Et de mon point de vue, Femmes, Vie, Liberté, ça a été un mouvement social et un mouvement politique, mais aussi porté par la société civile iranienne, qui nous donne aussi matière à réfléchir de ce côté-là, je crois, parce que c'était un mouvement non violent, qui posait la non-violence comme étant
une exigence pour la démocratie, pour les droits et pour cette égalité-là, pour en finir avec cette dictature, c'était de dire mais nous, on fait cette révolution de façon non violente. Et il y avait aussi autre chose de mon point de vue qui était intéressant, c'est qu'évidemment, ce slogan « Femme, vie, liberté », c'est un mouvement naturellement féministe qui refuse la loi du plus fort, qui refuse le règne de la brutalité et précisément qui demande des droits par la conquête légale, par cette exigence, encore une fois, de droits. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la façon dont les mêmes qui soutenaient les mouvements Femmes, vie, liberté, hein, on les a vus pendant 2 ans et demi se répandre sur les plateaux de télévision en disant mais regardez ces femmes qui se dévoilent contre eh bien, ces barbus qui sont absolument méchants, eh bien ces femmes c'est magnifique, on les soutient. Et il y a eu en juin dernier eh bien, la guerre de nouveau qui a frappé en Iran, une guerre qui est déclenchée par qui? Par Netanyahou qui, non content de semer eh bien, le chaos et des morts majoritairement civils à Gaza, eh bien, a tiré au prétexte, parce qu'évidemment, on a là un ennemi qui est naturellement tout désigné, et a raison d'ailleurs, la République islamique, eh bien, qui a attaqué l'Iran dans le cadre d'une guerre illégale, encore une fois, puisque cette guerre-là était illégale. La réplique de l'État iranien, alors si elle s'inscrit, en tout cas c'est comme ça qu'elle a été présentée dans le cadre de la légitime défense, et eh bien, a visé à son tour des civils en Israël et a fait aussi des morts civiles, elle était disproportionnée. Et au fond, qui a trinqué de nouveau? Eh bien, c'était les mêmes qui fuyaient les balles eh bien, de Khamenei, qui cette fois se sont retrouvés eh bien, sous les bombardements illégaux de Netanyahou. Et quelle a été la réponse finalement des Occidentaux et d'une façon générale du monde libre? Eh bien, ça a été de dire, eh ben, au fond, c'est pas notre sujet, on va défendre de façon inconditionnelle, là encore, Netanyahou, et puis au fond, on va se borner à dire que la République islamique, vraiment, c'est des méchants, et au fond, le droit international, de nouveau, était le grand perdant dans cette séquence qui, à mon point de vue, enfin de mon point de vue, était bien insatisfaisante. Bon, je dois donner la parole et j'espère qu'on pourra revenir tout à l'heure sur cette diplomatie féministe et pourquoi est-ce que le mouvement Femmes et Liberté, c'était le contraire finalement de cette séquence et donc de la guerre. Merci beaucoup Chérine, on peut l'applaudir très fort. Et je rajouterais qu'effectivement, après l'attaque, aujourd'hui, parmi ceux qui en parlent, et tu parlais des étrangers, il y a les Afghans, certains qui étaient réfugiés, qui étaient même nés en Iran, qui aujourd'hui se retrouvent justement dans un système de représailles, désignés comme bouc émissaire de l'attaque israélienne, se retrouvaient expulsés vers l'Afghanistan, vers ceux qui y étaient manés, renvoyés vers un pays dont ils ne savent rien, ils n'ont pas de lien, etc. Et c'est dramatique pour eux. Alors là, on a vu effectivement l'Iran, il y a des élections, l'Iran, il y a une constitution, il y a un certain nombre de corpus. On va partir pour le Mali. Le Mali, parce que là, on a eu un coup d'État. D'accord. Il y a eu un coup d'État militaire. Oui, mais oui, voilà. Plusieurs coups d'État militaires, mais disons que voilà, il y a eu une rupture. Il y a une rupture au niveau démocratique. Et cette rupture fait que non seulement l'état d'urgence, vous avez tout ce qui est loi sécuritaire, on s'en sert beaucoup. Et il y a une rupture au niveau des élections, mais il y a aussi au niveau des textes, puisqu'il y a une constitution qui date, elle, j'avais noté cela de 1992, je crois, il y a eu une révision de cette constitution, mais surtout, comme tout n'est pas dans cette constitution et qu'elle ne permet pas tout, et là on retombe dans la question de la hiérarchie des normes, eh bien, il a été adopté une charte qui permet de détourner finalement la Constitution. Et là, ce tour de passe-passe finalement aboutit à ce que, eh bien,
il y a la prévisibilité, l'application du droit eh bien, est totalement imprévisible et on a rupture au niveau de l'état de droit et je te laisse développer. Merci beaucoup, Katima. Bonjour tout le monde. Khadija Fofana, ancienne conseillère municipale, présidente du mouvement Le Collectif des Amazones, présidente de l'Alliance des forces vives de la diaspora. Voilà, ces casquettes m'ont valu l'exil aujourd'hui pour m'être opposée à un régime militaire. On m'a dit que les interventions doivent être courtes. Alors, je vous rassure, je ne suis pas seulement malienne par la naissance, mais aussi par le tempérament. Et lorsqu'un Malien vous promet d'être bref, c'est déjà une révolution. La preuve, la junte militaire avait promis 18 mois de transition. Et nous voilà à entamer 6 années de transition. Ah oui. Non, je rigole. Alors, je viens ici au nom du Mali, de cette majorité silencieuse. Non pas pour demander une carte d'adhésion, du moins pas pour le moment, mais pour demander votre solidarité. Parce que derrière mon sourire, la réalité est grave. Depuis 5 ans, le Mali est pris en otage. 5 années de répression depuis le 18 août 2020. Notre pays vit sous la coupe d'une junte militaire. 5 années de transition sans fin, ont étouffé toutes les voies démocratiques. Aujourd'hui au Mali, pour accéder au pouvoir, il faut utiliser la voie des canons. Parce que lorsqu'on arrive à dissoudre les partis politiques, les associations à caractère politique, il n'y a plus de voie pacifique pour accéder au pouvoir. Les partis politiques, comme je vous l'ai dit, sont dissous. L'ancien Premier ministre, je vais parler de son cas, M. Moussa Mara, qui a été emprisonné pour avoir juste tweeté un message de soutien aux détenus politiques. Un autre ancien Premier ministre, et pas le moindre, Dr Choguel Kokala Maïga, un artisan de la transition, qui se retrouve aujourd'hui derrière les barreaux. Et là, il n'a pas échappé au monstre qu'il a fabriqué lui-même. Des activistes comme Razbach, Rose Lavichère, une dame qui est emprisonnée depuis plus de 3 ans pour avoir dénoncé la flambée des prix. Et hélas, tous ceux-ci sont en train de croupir aujourd'hui derrière les barreaux. Personne n'est épargné au Mali. Récemment, des généraux ont été humiliés sur la chaîne nationale, l'ORTM, pour avoir nourri, entre guillemets, de faire un coup d'État. La paradoxe de la junte militaire, elle fait 2 coups d'État. Une en 2020, au mois d'août, après, en 2021. Et c'est cette même junte qui humilie, emprisonne des gens sous prétexte que ces derniers ont nourri l'ambition de passer à l'acte qu'eux-mêmes ils ont commis. Cette junte, lorsqu'elle est arrivée au pouvoir, elle a brandi la question sécuritaire. Elle avait trouvé l'alibi parfait. Et pendant que la démocratie est étouffée, la sécurité nationale est sous-traitée à des mercenaires étrangers comme Wagner et comme Africa Corps aujourd'hui. Le résultat est accablant. Des milliers de civils tués, des exactions massives, des villages rayés de la carte. Tout cela est caché, car la junte a chassé
les forces internationales et expulser toutes les organisations indépendantes qui veillent sur les droits humains. Ils ne veulent pas de témoins. Ils ne veulent pas rendre de compte de l'illusion française au piège russe. Ils nous ont dit que tous les maux du Mali venaient de la France. C'était le prétexte tout trouvé. Après, ils ont mis le curseur sur l'amunissement. Après, c'était le tour de la CEDEAO. Ensuite, c'était le tour de nos pays voisins, comme la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, l'Algérie, et j'en passe. Mais jamais les vrais responsables n'ont eu le courage de se remettre en cause. Oui, nos relations avec la France n'ont toujours pas été à la hauteur de nos aspirations. Mais remplacer Paris par Moscou n'est pas non plus une solution. On ne sache pas un impérialiste, entre guillemets, pour se jeter dans la gueule d'un autre. C'est quitter la pluie pour aller se jeter dans la mer. La mémoire malienne, permettez-moi de le dire ici, les Maliens ne sont pas tous des ingrats, comme on veut le faire passer. Nous nous souvenons de janvier 2013, quand plus d'un tiers du territoire malien était tombé entre les mains des djihadistes et que l'intervention française a permis de stopper leur avancée. Nous nous souvenons de la visite de François Hollande aux côtés de Dioncounda Traoré, le président par intérim à l'époque, salué par les populations de Bamako. Nous nous souvenons de ces soldats français et maliens tombés ensemble sur le champ de bataille. Nous nous souvenons aussi de ces nombreux homonymes qui vivent au Mali, les nombreux homonymes de François Hollande. Alors oui, nous avons une histoire avec la France, mais aussi avec le parti PS. Et oui, nous avons une histoire avec le parti PS. J'avais parlé de la situation sécuritaire. Farabougou, Gao, Tombouctou, Djema, Ségou, toutes ces zones sont aujourd'hui assiégées par des djihadistes. Et lorsque des militaires prennent le pouvoir, refusent d'aller aux élections et brandissent la situation sécuritaire comme alibi, et que cette situation s'aggrave de jour en jour, cette situation se détériore, alors oui, nous avons besoin de la solidarité des autres. Parce que le peuple malien aujourd'hui est pris en otage dans son propre pays. Bien qu'il ait été manipulé au départ, mais aujourd'hui, personne n'a droit à la parole. Personne ne peut contredire la junte militaire en place. Sinon, on se retrouve soit en exil ou emprisonné, ou même certains même de nos camarades ont disparu. Donc, je ne vais pas être très longue. Je voudrais juste dire que aujourd'hui, des Maliens ont compris ce qui se passait. Oui, cette majorité, elle est bien réelle, elle existe, mais elle est silencieuse. Elle est réduite au silence. Et mon devoir, notre devoir, nous qui avons eu la chance aujourd'hui d'être en exil, nous avons le devoir de porter la voix des sans-voix, c'est-à-dire ceux qui sont réduits au silence. Il n'y a plus d'état de droit au Mali. Les gens sont arrêtés de manière arbitraire. La justice est devenue le bras armé de cette junte, malheureusement. Elle joue le jeu. Et comme ma très chère co-débattrice vient de le dire, l'avocate, c'est qu'au Mali également, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas de loi et on peut vous enfermer lorsque la junte le décide
mais également vous libérer lorsqu'elles le souhaitent. Donc voilà ce à quoi nous sommes butés aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Kadidia. Et effectivement, pour avoir été moi au Mali et notamment à Bamako, avant le coup d'État, j'avais eu l'occasion, puisqu'on avait encore Amnesty International Mali, et j'étais à l'Assemblée, j'ai assisté à une assemblée générale, et justement, il y avait tous les combats des femmes contre justement les mutilations génitales féminines. Il y avait vraiment une société civile qui se mobilisait, féministe, etc. Je vous avais dit qu'on parlerait de géopolitique féministe, et vraiment des combats extrêmement forts dans les villages. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller à Gao, à Tombouctou, etc. Et vraiment une société civile qui aujourd'hui est anéantie. Et je vais te passer la parole, Aïssa, parce qu'effectivement, avec la FIDH, on le voit bien, c'est quel recours finalement, vous, au niveau de la FIDH, vous avez énormément d'associations membres partout dans le monde, mais particulièrement dans cette région où tu es en charge. Et comment justement vous les accompagnez? Quels sont les outils? Qu'est-ce que vous faites justement pour soutenir ces associations qui se battent à la fois pour la démocratie et l'état de droit, mais qui ont besoin de la démocratie et de l'état de droit pour pouvoir mener leur mission? Merci Geneviève. Bonjour, je suis très heureux, très ravi d'être avec vous et parmi vous aujourd'hui à l'occasion du campus du PS. Merci Geneviève et Dylan. Dylan, on s'est connus en 2001 dans le cadre du mouvement des jeunes socialistes international, effectivement. Et à l'époque, j'étais militant du FFS, du Front des forces socialistes algériens, qui est membre de l'internationale socialiste. Avant de rebondir sur ta question, Geneviève, permettez-moi, parce que là, le sujet d'aujourd'hui, c'est la promotion, comment promouvoir pour la gauche en général et le PS en particulier, les militants de l'état de droit. Effectivement, Geneviève m'a précédé en disant que la démocratie et l'état de droit sont indissociables. Et justement, dans l'état de droit, on retrouve ce principe, ce sacré principe, qui est la séparation des pouvoirs. Et quand on dit séparation des pouvoirs, Montesquieu disait que dans l'esprit des lois, à l'occasion de la séparation des pouvoirs, c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. Aujourd'hui, on se retrouve avec 4 pouvoirs, avec celui des médias. Qui arrête qui? Elle est la limite. La limite, elle est où? La justice internationale, mais aussi la justice au niveau des pays, elle est remise en cause. Quand on entend un Trump et l'administration américaine, le 6 février 2025, avec des sanctions contre le procureur général de la CPI, au mois de juin et août, des sanctions contre des magistrats de la CPI. Quand on entend un Trump et je cite, dire qu'il était intolérable de voir le procès de Netanyahou se tenir à Israël, et qu'il a demandé non seulement le report, mais l'annulation du procès. Quand on entend la chef de file du Front du Rassemblement national attaquer les magistrats français, la juge du tribunal correctionnel qui a rendu une décision de justice susceptible d'un recours, d'appel, et accuser ces magistrats de juges rouges. Quand on entend justement, et on revient sur la démocratie pour moi est une ambiance sociale permanente. L'ambiance sociale permanente, c'est ce qui permet aux associations, aux organisations de la société civile, aux féministes, aux syndicats, à l'opposition, d'exercer leur rôle, leur mandat, en permanence, pas de rupture. Et là, on entend un Darmanin dire que les subventions réservées à la Ligue des droits de l'homme seront désormais annulées. Et là, on parle du monde libre. Parce que nous, en face,
de l'autre côté de la Méditerranée, ces valeurs européennes qui sont nées, cette construction universelle qui était construite, justement, le droit international humanitaire, les conventions, les pactes, après la Seconde Guerre mondiale. Tout ça est en train de se remettre en cause. Par la faute de qui? Par la faute des dirigeants autoritaires qui veulent plus de domination dans le monde. Et justement, on retrouve ce schéma dans nos pays respectifs. Parce que le génocide à Arza, ou bien ce qui se passe au Mali, les ingérences dans les pays du Sud global, effectivement, renforcent nos dictatures. L'exploitation, la manipulation, l'instrumentalisation du double standard est en fin de compte manipulée et instrumentalisée par nos régimes respectifs. Je viens d'un pays qui a connu une guerre civile, une décennie de guerre civile. Je viens d'un pays qui a connu 20 ans de dilapidation. Et à aucun moment, on a vu cet espoir, justement, de construction d'un État de droit démocratique que le 22 février 2019. Et j'en passe sur la question, parce que là, je reviens sur la question de Geneviève. Effectivement, à l'AFIDH, nous sommes une organisation, la plus ancienne organisation internationale pour les droits humains, créée en 1922. En 2022, on a fêté notre centenaire à l'occasion du congrès, du 41e congrès à Paris. Nous avons plus de 188 organisations membres de l'AFIDH à travers tous les continents et à travers tous les pays du monde. C'est un exercice très difficile. Et j'avoue, des fois, on a tendance à baisser les bras. On se dit des fois qu'on est blasé, on est fatigué, même si on n'a pas 60 ans, on n'a pas 70 ans. Mais quand on voit les réponses apportées par la justice internationale, les réponses apportées par les États, le soutien indéfectible et aveugle pour Netanyahou, on se pose des questions. Nous avons un bureau, le groupe d'action justice qui mène des activités, que ce soit la CPI, mais avec le groupe de plaidoyer, on arrive à accompagner justement ces organisations de la société civile devant les institutions européennes, devant les mécanismes des Nations Unies. Mais pour les organisations, cette lutte, elle s'avère, il est vrai qu'on dit les choses telles qu'on raconte les choses telles qu'on les vit de tous les jours, avec la documentation, avec cet appel, justement, urgent, ces alertes sur le droit international et le respect de la démocratie et de l'état de droit. Mais en face, on a des États qui ne répondent pas, privilégiant ainsi un discours ou des attitudes sécuritaires, des attitudes anti-migratoires, des attitudes beaucoup plus économiques avec les États partis. Et là, les accords d'association de l'Union européenne et les différents pays, soit de la rive sud de la Méditerranée, soit de l'Europe de l'Est, conditionnent ces accords par l'article 2, souvent pour tous les accords, qui est le respect des droits humains et de la démocratie. Pour l'anecdote, on a fait un plaidoyer à Bruxelles, donc on s'est rendu pratiquement dans toutes les représentations diplomatiques à Bruxelles. Et on arrive à celle d'Allemagne. C'était sur la question de la libération des détenus, que ce soit en Algérie ou en Tunisie, parce qu'on est sous la même chape de plomb. Et le chef de cabinet a eu la gentillesse de nous dire la chose suivante. Si vous voulez que vos problèmes soient rendus publiquement au niveau international, mais aussi que le plaidoyer avance, il faut voir avec la France. Et des questions se posent justement sur ce genre de fonctionnement, sur ce maintien de cette volonté des anciens colons
à maintenir justement cette domination dans les différentes colonies. Et on reviendra tout à l'heure dans le débat. Merci Geneviève. Merci beaucoup Aïssa, merci. Et merci de ce regard acéré sur la situation en France. Je pense qu'effectivement, il y a des choses qui dysfonctionnent au niveau de l'état de droit et notamment, je le disais en introduction, des attaques des politiques par rapport à l'état de droit en France. De même que, oui, tu parles de toi on te renvoyait sur la France, sur certains pays. Moi, je me souviens que faisant du plaidoyer sur certains pays d'Amérique latine, on me renvoyait sur l'Espagne. Voilà. Donc, et ça conforte tout à fait ce que tu dis, c'est-à-dire que chacun a ses chasses gardées et on n'a pas trop bougé. Et c'est vrai que je pense qu'un jour, il faudra avoir un débat en profondeur sur le colonialisme, ses résidus et son impact aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas le dissocier de la géopolitique actuelle. Mais maintenant, justement, on a parlé beaucoup de la question du droit international, et je vous invite à 13h, vous pourrez aller acheter et signer le livre justement de Anne-Cécile Robert, Le défi de la paix, remodeler les organisations internationales, parce que tu en as parlé. Aujourd'hui, les uns les autres se tournent vers les organisations internationales. Souvent, en fait, elles sont source d'espoir, mais en même temps, on les présente avec beaucoup de désespoir en disant qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, mais où est l'ONU, en fait, je dirais même, mais on ne dit plus que fait la police, on dit que fait l'ONU. Et donc, Anne-Cécile, je te donne à toi la parole et de nous dire justement espoir, je dirais, en fait, c'est l'espoir du passé, les manquements actuels et puis les perspectives du futur, tout ça en 2 minutes. Non, je plaisante sur les 2 minutes, mais par contre, tu peux y aller. Merci beaucoup Anne-Cécile et merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. On va faire comme sur les plateaux télé. Résumez-moi en 30 secondes toutes vos recherches. Donc, je suis très heureuse d'être ici pour partager quelques réflexions. Alors, moi, je n'ai plus d'appartenance politique depuis longtemps. Mon militantisme, j'ai cette chance, c'est dans les articles que j'écris et dans les livres que j'écris. Et en vous écoutant, j'étais frappée, les uns et les autres, par le fait qu'on a longtemps vécu, en particulier en France, sur l'idée qu'avec 1789, on avait réussi la révolution politique, que c'était quelque chose qui était acquis, et que maintenant, en particulier à gauche, il fallait qu'on se batte pour la révolution sociale. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut toujours faire la révolution sociale, évidemment, mais il faut peut-être, probablement, refaire 1789, parce que l'ensemble de nos droits sont en danger, et pas seulement du point de vue juridique, pas seulement institutionnel, mais c'est ça qui est le plus préoccupant du point de vue philosophique. Il y a une remise en cause des fondements de nos libertés du point de vue intellectuel. C'est peut-être pas un hasard si aujourd'hui certains rejouent la bataille entre Albert Camus et Jean-Paul Sartre, mais il y a quelque chose sur la conception de l'être humain. Est-ce que l'être humain, c'est une machine? Est-ce que l'être humain est dépendant de ses identités? Ou est-ce que c'est une personne qui peut être autonome, libre, rationnelle, capable de nouer des liens avec d'autres et de construire des luttes au-delà des appartenances qui peuvent être les siennes? Mais ça nous entraînerait dans un autre débat, mais il me semble important de le dire parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose de profond qui est en train de vaciller sous nos yeux. D'où l'importance de ces espaces de dialogue, parce que l'autre chose qui est inquiétante, c'est les espaces de dialogue juxtaposés. C'est-à-dire il y a plein d'endroits où on parle, mais ces endroits ne communiquent pas. Et donc on est rentré dans des logiques de fracturation extrêmement dangereuse, d'où l'intérêt de ce type de moment d'université, parce qu'on crée des liens et on peut partager des idées. Alors sur la question qui m'est posée concernant l'ONU et la règle de droit international, alors c'est vrai qu'on peut faire plein de blagues sur l'inefficacité de l'ONU, son inénarrable bureaucratie, malheureusement tout ça est vrai.
Pour fréquenter New York de temps en temps, je peux vous dire qu'il y a effectivement des absurdités, y compris quand on passe les contrôles de sécurité. Il y a quelque temps, les gardes n'avaient pas reconnu Javier Pérez de Cuellar. Ils lui ont demandé de vider son sac, ses poches. C'est un secrétaire général de l'ONU il y a quelques années. Donc, ce serait très facile de faire des blagues sur l'ONU, mais ça serait manquer la cible. Ça serait manquer la cible. D'abord parce que l'ONU, malgré ses défauts et ses échecs qui sont importants à Gaza et en Ukraine, remplit toutes sortes de missions extrêmement importantes en permanence. Il y a des tas de gens, au moment où nous parlons, qui seraient morts sans l'ONU, qui mourraient sans l'ONU. Le peu d'aide humanitaire qui rentre à Gaza, les gens qui vaccinent les enfants à Gaza, c'est l'ONU. Il y a plus de 200 personnels de l'ONU qui ont été assassinés à Gaza. Donc l'ONU, dans ce contexte très particulier, fait des choses, malgré tout. Et l'idée que je voulais partager avec vous, c'est que la difficulté, le défi qu'on a aujourd'hui, c'est que l'ONU étant une organisation intergouvernementale, c'est-à-dire reposant sur des gouvernements, elle est limitée par définition dans son action quand les gouvernements ne veulent plus jouer le jeu. Or, c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et plusieurs des intervenants précédents y ont fait allusion, les États qui ont fondé l'ONU en 1945, y compris la France, ont des attitudes de passagers clandestins par rapport au droit international. Donc quand c'est la Russie de Vladimir Poutine qui agresse l'Ukraine, ça se voit parce que c'est énorme. C'est une agression caractérisée, une violation de la charte de l'ONU, etc. Quand Donald Trump dit qu'il veut annexer le Groenland, le Canada, qui se comporte comme Don Corleone dans un quartier mafieux, ça se voit parce que c'est grossier et caricatural. La Chine à Taïwan, etc. Mais la France, le Royaume-Uni, pour rester aux membres permanents du Conseil de sécurité, ne sont pas non plus des bons élèves du droit international. Quand la France refuse d'appliquer le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, et même, je dois vous dire, on fait pire, hein. On fait du lobbying dans les couloirs de la Cour pénale internationale pour savonner la planche du procureur, et on n'a évidemment pris actuellement aucune sanction contre le gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou, alors qu'on a été capable d'en prendre contre le gouvernement russe. Donc on est des mauvais élèves, et donc ça c'est important parce qu'en tant que Français, parfois, souvent dans mes conférences, on me dit mais qu'est-ce qu'on peut faire, le monde s'effondre, l'ordre international s'effondre. Je dis déjà, regardons ce qu'on peut faire chez nous. Nous, malgré tout, c'est-à-dire malgré l'incompétence de beaucoup de gens qui nous dirigent, la France reste un grand pays et qui a un poids sur la scène internationale. On le voit avec la reconnaissance de l'État de Palestine en septembre, ça a bouleversé la donne internationale. Donc on a, en tant que Français, pour ceux d'entre vous qui sont Français, la possibilité de faire pression rien que sur nos élus, nos gouvernants, et ça peut avoir un effet très concret. D'autres peuples n'ont pas cette chance. L'autre chose sur laquelle je voudrais insister, c'est justement sur la dimension politique de la crise dans laquelle on est. On en discutait un petit peu en venant. Parfois, on se dit, mais on n'a qu'à réformer l'ONU, par exemple, en supprimant le droit de veto au Conseil de sécurité, et ça sera plus efficace et ça ira mieux. Je ne le crois pas du tout. Je ne le crois pas du tout, parce que je pense qu'on ne règle pas les problèmes politiques par des réformes de procédure. Et qu'on a vu, par exemple, en 2003, que c'est la France, en brandissant le veto, son veto, que la guerre de George W. Bush est devenue illégale. Ça ne l'a pas empêché, mais ça l'a mise du côté de l'illégalité. Si on veut que l'ONU a fonctionné peu ou prou, et elle continue, d'ailleurs, il y a 50 résolutions du Conseil de sécurité par an, à fonctionner, malgré le veto. Donc, elle est en difficulté, en échec, parce que les grandes puissances ne s'entendent plus. Et c'est ça la difficulté d'un ordre international qui repose sur des États souverains, c'est que si les États, et notamment les grandes puissances, ne s'entendent plus, le système se grippe. Alors, ce n'est pas une fatalité. Souvenons-nous quand même qu'en 1945, et vous m'arrêtez parce que comme je fais partie des gens qui bavardent sans s'arrêter, souvenons-nous donc qu'en 1945, les États-Unis, qui étaient la première puissance du monde, auraient pu imposer au monde une Pax Americana. Ils avaient le pouvoir économique, le pouvoir militaire. Ils ont eu l'intelligence à l'époque, ça fait rêver, hein, des dirigeants américains intelligents, ils ont eu l'intelligence à l'époque de dire non, notre intérêt bien compris, c'est d'avoir
une organisation internationale, c'est d'avoir un droit international. Et les États-Unis ont pesé de tout leur poids pour créer l'ONU. Et c'est Roosevelt qui a convaincu Staline, qui ne comprenait pas l'intérêt de l'ONU. Il ne voyait pas à quoi ça sert. D'ailleurs, les débuts de l'Union... Voilà. Alors, De Gaulle a hésité, Geneviève m'interpelle gentiment là-dessus, De Gaulle a hésité parce qu'il s'est dit si on refait les erreurs des années 30, c'est pas la peine. Et donc, De Gaulle a pesé pour qu'il y ait, il faut se le rappeler aussi, contrairement à l'organisation précédente, l'ONU, qui était la Société des Nations, qu'il y ait dans l'ONU un moyen de coercition qui rende la nouvelle organisation efficace. Et c'est pour ça qu'il y a le Conseil de sécurité et le veto. Sans veto, il n'y a pas d'ONU. Et donc De Gaulle a dit d'accord, nous on y va, mais l'idée était que le veto ne devait pas être utilisé à des fins particulières, mais au nom de l'intérêt général. Et ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, les États ont utilisé le veto pour leurs intérêts ou pour leurs copains. Ce qu'on voit quand les Russes mettent le veto pour le Soudan, quand ils l'ont mis sur la Syrie, etc. Ou quand les États-Unis le mettent pour protéger Israël. Donc le grand défi aujourd'hui, c'est comment on ramène les États à l'idée que leur intérêt bien compris, ce n'est pas la loi de la jungle. Je veux dire, Donald Trump, il croit qu'il a la main parce qu'il est le plus fort, mais c'est une illusion. Surtout dans un monde où il y a du nucléaire, où les choses circulent, la force, on sait très bien que la force ne résoudra rien. Puisque même si vous bombardez ou détruisez le régime des mollahs, de toute façon, le nucléaire, il est là, maintenant, il y a du nucléaire de poche. Donc si on veut vraiment lutter contre la prolifération nucléaire, si on veut empêcher des agressions telles que celle de la Russie contre l'Ukraine, il faut de la coopération internationale, il faut des mesures de confiance, il faut du contrôle. La seule solution, ce n'est pas la force. Ça ne peut être la solution des intérêts bien compris, la solution pragmatique, c'est la coopération internationale. Et en tant que mouvements sociaux, en tant que partis politiques, il faut peser là-dessus pour rappeler que l'intelligence, l'intérêt le plus sûrement gardé, c'est derrière, c'est en défendant la coopération internationale. Et ça, c'est une bataille politique, c'est une bataille idéologique, et on n'a pas grand-chose quelque part à faire, puisque, on en discutait tout à l'heure avec Chérine, les institutions et le droit international qui a été créé en 1945, il est quasiment complet. Il y a tout, il est parfait. Quasiment parfait, c'est-à-dire qu'on a une déclaration universelle des droits de l'homme qui était avant-gardiste en 1948, puisqu'elle prévoyait l'égalité entre les hommes et les femmes. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il y a même un article extraordinaire dans la Déclaration universelle des droits de l'homme qui énonce donc toutes les libertés politiques, d'expression, réunion, de droit de suffrage, etc. Et cet article dit « Cette déclaration s'applique à tous les peuples, quel que soit le statut du territoire sur lequel ils vivent. » Quel que soit le statut du territoire sur lequel ils vivent, donc aux peuples coloniaux. Donc aux peuples coloniaux. Donc le système onusien, il est complet avant-gardiste, et avec la charte de l'ONU, on a tout là aussi, le droit des peuples, la non-ingérence, la non-agression, le rejet de la guerre. Donc l'appareil juridique, et on a après 1945 toutes sortes de conventions, dont la fameuse convention dont on parle beaucoup de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. Donc on n'a pas à inventer l'eau chaude, on a demandé à ce que le droit soit appliqué. Et je voudrais juste faire une remarque, même si ça déborde. Je suis très inquiète de la focalisation, pardon, ça va peut-être vous choquer, mais sur le thème de génocide à Gaza, parce qu'on n'a pas besoin d'attendre que la CIJ dise qu'il y a un génocide. Il suffit qu'elle ait dit, et elle l'a dit le 26 janvier 2024, qu'il y avait des signes pour qu'on soit tous obligés d'agir. On est depuis le 26 janvier 2024, étant donné que la Cour internationale de justice a dit que la Convention de 48 s'appliquait, on a l'obligation absolue d'agir. Et elle a adopté 2 autres ordonnances avec des mesures conservatoires. Donc là aussi, on a une feuille de route, il n'y a plus qu'à. Et c'est notre devoir, de citoyens de prendre notre bâton de pèlerin et de dire il faut appliquer le droit. D'aller voir nos élus, nos groupes parlementaires, nos gouvernements, enfin tous ceux qui tombent les uns après les autres. J'ai laissé mon téléphone ouvert au cas où je sois appelé pour présider le futur conseil de transitoire. Donc voilà, faisons notre devoir de citoyen. Quelque part, on a la main. Quand les institutions défaillent,
c'est aux citoyens, comme Madame l'a très bien expliqué pour le Mali, de reprendre la main pour rappeler les dirigeants à leurs obligations en leur disant « vous avez signé des textes ». Vos obligations sont très claires, il n'y a absolument aucune ambiguïté, il n'y a pas le moindre doute. Appliquez vos obligations et nous, on va faire pression jusqu'à ce que nous obtenions ce qui est le droit des autres, mais aussi le nôtre plus fondamentalement. Merci. Merci beaucoup. Et effectivement, en avril 2024, quand la CIJ donne son avis sur la situation à Gaza. À l'époque, ce n'est pas elle qui va juger, donc c'est un avis préalable. Et il est bien précisé dans la Convention de 1948 la première chose, c'est de prévenir les génocides. Agir après, c'est criminel. Puisque, voilà, donc il faut prévenir, et prévenir, c'est dès le moindre signe agir. Or, et avant de... Voilà, malheureusement, on recommencera parce que vraiment, on n'a plus beaucoup de temps. Et avant de passer la parole à Dylan pour la conclusion, moi, je voudrais revenir 1 minute... 2 minutes, allez. Chirine, vers toi, si tu en es d'accord, c'est sur le fait que, et là aussi c'est une partie, on en a parlé, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation particulière, et tu le disais très bien, Anne-Cécile, c'est la volonté des dirigeants. Aujourd'hui, on a des dirigeants faibles. Et quand on dit faible, et c'est un constat que l'on peut faire, et quelque chose qui menace la paix et qui déstabilise tout, et ça nous renvoie justement sur ces notions de colonisation et autres, c'est la question de, quand on est faible, on applique des doubles standards parce que, voilà, c'est en fonction de qui on a en face, on militarise. Et ça, c'est une menace. Et Chirine, je voulais te laisser parler de cela et après donner la parole de conclusion à Dylan, parce que malheureusement, il va falloir qu'on se quitte, mais on pourra continuer. Et puis, d'ailleurs, nos intervenantes sont encore un peu là, donc vous pouvez échanger avec elles. Et je pense que ce n'est qu'une première rencontre. Merci beaucoup à toi, Chirine. Oui, donc ce que tu évoques, en fait, c'est la question des doubles standards. Moi, ça m'évoque aussi une phrase d'Emmanuel Macron qui a dit il y a quelques semaines, pour être respecté, il faut être craint. Quand on est féministe, militante pour les droits humains et avocate, ça nous renvoie vraiment à cette idée véritablement de la force et de la force virile, et donc nécessairement dans le prolongement le bras armé et la guerre, et c'est vraiment le contraire du mouvement à la fois féministe et légaliste qu'on a développé tout à l'heure, qui est plutôt que la loi du plus fort, c'est la force du droit, et que pour être respecté, on peut se dire aussi qu'il ne faut pas être craint parce que sinon c'est la loi de la violence qui va s'abattre, mais parce qu'on va se défendre par la défense du droit, parce que le droit est notre protection. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure très justement, le droit, il est bien fait, il a été conçu à un moment charnière de l'histoire mondiale. Si la Charte des Nations Unies voit le jour après des guerres qui ont quand même fait payer les civils, parce que c'est ce qu'on rappelle, pourquoi est-ce qu'on s'est doté de ces instruments multilatéraux? Pourquoi est-ce que la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale, la Charte des Nations Unies et tous les traités de non-prolifération ont vu le jour? C'est parce que ce sont 3% de la population civile mondiale qui, en 1945, a été décimée. Et parce qu'on a appris que c'était une folie que cette guerre, mais aussi parce que la guerre qui tue des civils, eh bien, évidemment, est une infamie. Et donc, par un exceptionnel renversement aujourd'hui des valeurs, on vient expliquer que tout cela est bon à jeter, que la Cour pénale internationale, il faudrait, comme vous l'avez dit, sanctionner les magistrats, que les traités internationaux, il faut en sortir, parce que c'est aussi ce que nous dit l'extrême droite mondiale, qui n'est pas effectivement un partisan de ces traités, c'est de dire, au fond, ça ne sert à rien, et ceux qui aujourd'hui sont les plaidoyers et sont les partisans du droit international, on vient dire, vous êtes des bisounours parce que vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. Encore une fois, cette logique-là est une logique qui est absolument
insupportable. Et quand nous, avocats et avocates, nous allons au Conseil des droits de l'homme à Genève des Nations Unies et que nous nous faisons faire la leçon par des États comme la République islamique d'Iran, lorsque nous dénonçons à juste titre la répression des dissidents en Iran, et quand le porte-parole de la diplomatie iranienne prend la parole à l'ONU en disant mais vous n'avez pas de leçon à nous donner, puisque que faites-vous à Gaza? Eh bien, vous faites le chantre du soutien inconditionnel de l'État d'Israël à se défendre, donc nous n'avons pas de leçons à recevoir de vous. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on reçoit de telles leçons? Évidemment que quand c'est la République islamique d'Iran qui est le champion de la peine de mort, qui a encore une fois fait usage l'année passée de plus de 500 pendaisons de dissidents politiques, eh bien, on est bien impuissant. Et quand, précisément, on dit que l'universalité, ça passe par cette exigence, précisément, aussi de l'universalité des condamnations, et quand on dit, eh bien, effectivement, nous ne voulons ni de Khamenei, ni du Hamas, ni de Netanyahou, et nous ne voulons pas, d'ailleurs, des frappes de Trump en Iran, parce que tous, finalement, ces acteurs-là, eh bien, n'ont peu faire que du droit international et doivent être sanctionnés dans les mêmes conditions, eh bien, c'est ça l'universalité, c'est aussi l'universalité des condamnations. L'universalisme, c'est pas juste un mot quand ça nous arrange, c'est une exigence absolue de condamner tous ceux qui violent eh bien, le droit international. Voilà, et donc je sais pas du tout ce que tu voulais me faire dire, mais en tout cas, voilà mon propos. Je ne voulais rien te faire dire, mais je savais que tu voulais t'exprimer sur le sujet et je voulais te laisser faire. Voilà. Merci beaucoup à vous quatre et on continuera. Tiens, Dylan. Juste pour vous inviter à poursuivre la discussion, parce qu'il ne faut pas que vous ayez le sentiment qu'on se prive du débat. On le poursuit, le débat. On a un cercle international qui réunit plus de 500 militants du parti et qui est l'occasion chaque jour de pouvoir interpeller, contribuer, mobiliser sur les questions qui nous ont réunis ce matin. C'est un cercle auquel vous avez tout à fait accès comme militant. On va poursuivre aussi la discussion dès demain matin à 9h30, si ma mémoire est bonne, puisque nous aurons avec plusieurs intervenants un échange sur l'actualité du discours de François Mitterrand à la Knesset en 82. Et bien évidemment, vous vous doutez de quoi je vais vous parler, c'est-à-dire en fait de ce qu'on a tous dit ce matin, c'est qu'il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures sur les sujets et les combats internationaux. Il ne peut pas y avoir des socialistes qui finalement se seraient tus au moment du génocide rwandais, alors que quelques mois plus tard, nous étions les premiers à dénoncer, notamment par l'engagement de François Mitterrand, le génocide à Srebrenica, et que quelque part, ce qui a conduit les socialistes à dénoncer et à faire inscrire dans la loi la reconnaissance du génocide arménien en 2001, puis ensuite l'ensemble des mobilisations qui ont amené à ce qu'on ait aussi des positions qui soient complètement impliqués dans la réalité du génocide à Gaza dès l'année dernière, et le travail notamment de chercheurs, d'universitaires, d'ONG, et bien évidemment, je ne vais me le glisser. Vous savez, nous ne sommes pas engagés à géométrie variable. En 2022, et je le sais parce que nous le devons à notre premier secrétaire et à Boris Vallaud, nous avons inscrit dans la loi française la reconnaissance du génocide ouïghour. Et il n'y avait pas eu là de décision de la CIJ ou d'une quelconque instance internationale, puisque c'était le fruit d'un travail, notamment d'un tribunal citoyen, d'acteurs, de chercheurs, d'universitaires qui ont apporter des éléments de preuve de ce crime contre l'humanité. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'en fait, on ne peut pas se payer de mots dans la période. Nous avons une responsabilité pour dire les choses telles qu'elles sont. Et nous l'avons évoqué à l'instant, et Geneviève l'a sous-entendu. Nous aurons plusieurs chantiers qui vont s'ouvrir dans notre contribution du Cercle international au débat, à la préparation du projet socialiste. Nous aurons un premier forum qui traitera de la question de la décolonisation, et notamment comment, pour que nous puissions critiquer toutes les formes d'impérialisme, Kadidia, nous puissions d'abord faire l'analyse critique de l'impérialisme et du colonialisme français, et nous aurons bien évidemment une discussion qui ira vers la question que nous portons en réponse à ces formes d'impérialisme, c'est la défense du modèle de droit international et de développement international. Nous aurons évidemment aussi un sujet sur le financement de ce modèle de développement international, et donc quelle économie globale. Je crois que Lim, notre secrétaire national à l'économie, anime un débat cet après-midi sur cette question, sur quelle économie internationale. Et puis dernier élément de perspective,
collective et de mobilisation, et les militants auront toute leur place. Nous aurons aussi un forum qui sera, alors je le dis parce qu'elle est modeste, animé par notre camarade présente, Geneviève, sur la question de la vérité, des modes de réconciliation et de comment est-ce qu'on affirme la justice internationale. Vous savez, moi je suis très à l'aise en tant que dirigeant de ce parti pour dire que nous sommes mobilisés pour faire valoir que le droit et les mandats d'arrêt de la CPI arrêtent les auteurs des attentats terroristes du 7 octobre 2023, à commencer bien évidemment par le Hamas, autant que ceux qui à un moment donné ont versé depuis une réponse et des représailles légitimes sans doute après ce qui s'était passé, dans une forme de vengeance, dans une forme de génocide avéré, et que nous avons une responsabilité pour que tous les crimes, que tous les criminels répondent de leurs responsabilités, que ce soit Poutine, que ce soit les leaders du nord de l'hémisphère, de la planète au sud de l'hémisphère, et pas seulement les chefs d'État africains. Nous avons cette responsabilité. Et si nous, socialistes, et je vais terminer là-dessus, nous n'assumons pas cette ligne de crête telle que nous avons essayé de la porter à chaque fois. Et malheureusement, tu as raison, ma chère Chirine, ça n'est pas toujours su ou entendu dans le fratras et dans le chaos médiatique et des réseaux sociaux. Moi, vous savez, je suis très à l'aise parce que dans les manifestations, les camarades aux côtés desquels nous sommes pour dénoncer ce qui se passe en Chine, au Venezuela, dans l'Afrique des Grands Lacs, jusqu'en Europe, nous sommes très à l'aise pour dire aussi ce qui se passe au Proche-Orient. Je vous remercie beaucoup.